Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le studio Orange des sommets du digital. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux avec le hashtag SOMDIG18TV, SOMDIG18TV. J'ai le plaisir pour ce plateau sur les millennials d'accueillir tout de suite Jérémy Clévy. Vous êtes président de Melty Group. Bonjour. Bonjour. Stéphanie Marty, vous êtes directrice développement du bureau France de Research Now, société d'études online créée il y a plus de 15 ans. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Et Gaylor Pedretti, vous êtes le fondateur de Like That et fondateur du High Five Festival. C'est ça, et bonjour. Bonjour. Alors, première question, ils ont quel âge les millennials? Et c'est quoi la différence entre un millennial et la génération Y? Allez-y. Alors moi je vois pas de différence entre un millénial et la génération Y. Après sociologiquement, je vais peut-être plutôt laisser Stéphanie parler. Chez nous, ce qu'on appelle millennials, chez Melty, c'est plutôt les 18-35. Mais en fait, c'est des gens qui ont quand même des appétences extrêmement différentes. À 35 ans, vous avez déjà des gamins, à 18, normalement non. Mais ils ont quand même des choses en commun dans la façon d'appréhender le monde à travers le téléphone portable. Et nous, on est un site, un média spécialisé dans l'entertainment et dans la façon de consommer les séries télé, les films, la musique et les jeux vidéo. Ok, tout ce qui est pop culture un peu. Voilà. Oui, je pense que la différence, en fait, elle est sur l'âge essentiellement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les millennials, ce sont effectivement pour nous aussi en institut les 18, 34 ou 35. Et la différence entre une génération Y et une génération Z, c'est qu'en fait la génération Z aurait plutôt entre 16 et 21 ans et au-delà le 22-34 serait plutôt appelée la génération Y. Voilà, donc c'est plutôt une question d'âge et d'année de naissance. Tout à fait. Moi je vais presque faire que répéter, vu que s'il y en a qui ne savent pas compter, je dirais que c'est ceux qui sont nés en 1980 et jusqu'en 1995, voire 2000 selon les cas et les gens, parce que en fait pour certains les millennials c'est le DAU, on en parle beaucoup, on les voit pas, donc c'est peut-être ça qu'on va évoquer aussi. Alors depuis quand est-ce qu'on parle d'eux? Pourquoi est-ce qu'on parle autant d'eux? Et est-ce qu'on parlait autant des générations passées? Je pense qu'on en parlait peut-être un peu moins. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est que là, il y a clairement une fracture générationnelle qui a toujours existé. C'est-à-dire qu'on voit du temps des Grecs, on a un Hésiode qui va dire que oui, en effet, ces jeunes fougueux, frivoles, qui ne sont pas responsables. Donc ça, Et pas respectueux en plus. Et pas respectueux, voilà. Ipsos en 2011 refait une étude où en fait ils observent que les Français disent qu'ils sont égoïstes et paresseux, tous ces jeunes. Donc ça reste bien, il y aura toujours une fracture générationnelle. La seule chose, c'est que là, ce qui se passe, c'est qu'on pense qu'il cristallise une rupture potentielle due à l'arrivée d'Internet et en particulier vraiment du monde digital, et ils sont totalement immergés. Donc là, ça pose... C'est dans les usages presque que ça se différencie. Oui, et dans les enjeux finalement de changement que la marque ou que les marques devraient mettre en place pour pouvoir suivre cette nouvelle génération. Donc c'est aussi pour ça que ça perturbe. On en parle beaucoup aussi parce que je pense qu'entre 18 et 25-30 ans, on est au sommet de la pyramide d'influence. C'est-à-dire qu'on est trop cool pour les plus vieux et on est trop cool pour les plus jeunes. Donc tout le monde veut vous imiter dans ce que vous faites, dans vos usages, dans ce que vous achetez, dans les endroits où vous allez. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on en parle beaucoup actuellement. Et là, je rajouterais qu'ils sont aussi beaucoup. C'est ce qui fait que tout le monde en parle, que les marques veuillent les toucher. Et après, finalement, comme ils ont la parole grâce aux réseaux sociaux, ben on les entend, on voit qu'ils changent, puisqu'aujourd'hui le consommateur est un consommateur, et encore plus quand il est jeune et qu'il n'a pas peur de s'exprimer. Et en plus, il ose à vouloir réfléchir comment demain va être. Donc c'est ça qui est en train de bouleverser, qui fait qu'on les pointe du doigt, on essaye de les comprendre, on met en place des datas, enfin plein de choses pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent et comment mieux soit les intégrer ou leur faire consommer. Il a un espace de parole. Ouais, complètement. Aujourd'hui, tout le monde a un peu son espace de parole. L'être humain est devenu soi-même, presque chaque individu est son propre média, selon l'influence qu'il a lui-même, justement. Mais comme justement à ces âges-là, ils sont digital natives, ils ont finalement la compréhension des réseaux sociaux, comment savoir l'utiliser et comment savoir à un moment poster, influencer, les horaires, etc. C'est ce qui fait qu'effectivement, ils sont pas faciles à capter. Et qui sont comme ça un peu... Je dirais même que c'est les maîtres des réseaux sociaux. C'est eux qui au-delà qui soient un peu... qui maîtrisent un peu mieux. Non, c'est eux qui maîtrisent complètement les réseaux sociaux. Donc tout le monde les regarde en se disant comment on doit faire pour être comme eux. Je pense que c'est ça aussi. C'est aux marques de s'adapter, c'est au reste du monde de s'adapter en fonction des appétences. Je pense que c'est un peu ça qu'ils ont fait. Ce que je dirais, moi, en fait, c'est qu'à un moment, on a voulu les mettre dans des cases. C'est-à-dire, tu veux faire de la télé, il faut faire ça, tu veux être journaliste, il faut faire ça. Et donc, ils ont inventé leur monde et leur métier. Tu prends juste un Norman, par exemple. À l'époque, il aurait voulu être présentateur télé ou autre.
peut-être qu'il voulait pas, mais en tout cas il s'est dit moi tout seul je vais faire ce que j'ai envie de faire en fait. Ils sont maintenant complètement autonomes en soi, surtout justement ceux qui sont maîtres de leurs outils, puisqu'ils ont compris comment ils pouvaient influencer les choses. Mais moi je vois pas que du mal justement là-dedans, parce qu'en soi ils ont créé des nouvelles choses, qui fait qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des choses quand même pas si mal là-dedans, et qu'il y avait des choses qui étaient en train de prendre la poussière, et le petit coup d'aspirateur qui a été donné, c'est pas si mal. Est-ce que la fracture n'est pas d'autant plus visible entre les générations d'avant qui sont pas forcément maîtres à bord de leurs outils, qui n'ont pas forcément compris comment on avait une présence en ligne, et cette génération qui est méga connectée? Oui, forcément, parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent, les plus jeunes s'en emparent plus facilement que les plus âgés, en moyenne. Je me souviens, moi, déjà, à l'époque du magnétoscope, c'est moi qui le programmais à la maison. Donc c'est dans la droite ligne des choses. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que là où ne sont plus les millennials, finalement, ça commence à baisser. Et il s'est passé un truc qui est passé à peu près inaperçu ces 3 derniers jours, c'est que Facebook a publié ses résultats et a dit que pour la première fois, ever, le nombre d'utilisateurs journaliers a baissé aux États-Unis et au Canada. Pourquoi? Parce qu'en fait, les millennials, ils sont plus sur Facebook. Ils sont déjà ailleurs sur Insta. C'est un réseau qui est devenu has-been. Maintenant, c'est Snap. C'est un réseau pour nos âges. C'est même, à mon sens, et humblement, on va dire, c'est même pas ça, parce qu'en fait, les millennials, par définition, et nous, tous les 3 on pourrait dire la même chose. Dès lors que tu veux qu'on veut te comprendre, qu'on rentre dans ta chambre, Facebook c'est devenu leur chambre dans laquelle ils un peu anglais les choses qu'ils aimaient. Dès lors qu'il y a une espèce d'intrusion sur tes propres univers, où il y a ton grand-père, ton père, tes parents, ta famille, les marques qui viennent rentrer dans ta chambre, tu essayes d'aller faire une cabane dans le champ, en fait tu la fuis en fait. Et c'est vrai, parce que finalement il y a eu la même chose avec Facebook, MySpace parce qu'il y a trop de marques, il y a leurs parents, etc. C'est pas trop, effectivement il y a trop de marques, et il y a justement trop d'intrusion, et qui sont aujourd'hui pas si bêtes. Il y a moins ça sur Snapchat ou sur Instagram? Ça commence à arriver, ils vont sans doute... l'intérêt en fait, c'est que Facebook s'est remis en question, Snapchat s'est remis en question, Instagram aussi, et c'est ça aussi l'intérêt, c'est que ces marques-là et ces médias justement savent se remettre en question. Mais quand ils fuient, justement, moi je les ai vus ces chiffres-là, je trouve ça intéressant, parce qu'à un moment on a dit à tout le monde, voilà, Facebook c'est le nouveau média très fort et qui touche tant. Et eux, quand ils se rendent compte qu'ils sont toute la journée, en plus, à bout d'un moment, tu avais les posts sponsorisés qui fait que tu voyais moins les posts de tes amis que finalement plus ceux des marques. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je prenais l'exemple du Dahu bêtement tout à l'heure, c'est que si on veut absolument suivre sa trace aux millennials, en fait on va s'en approcher, mais est-ce qu'on va réellement la voir? Parce qu'il va sans doute fuir ailleurs. Et les premiers qui étaient là-dedans, finalement, seront sur le peloton d'avance et on va difficilement les suivre. Donc est-ce qu'il faut vraiment les suivre? Mais en usage, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, dans l'étude qu'on a pu mener en septembre, ce que l'on voit, c'est que le YouTube et la vidéo, et on en parlait ici à la conférence il n'y a pas très longtemps, on a 89% qui dit utiliser au moins une fois par jour. Ensuite, on a Snapchat derrière à 74%, et finalement, Facebook arrive à 70%. Donc, moi, au départ, intuitivement, j'aurais plutôt dit Facebook, alors qu'en voyant effectivement son entourage tout simplement, on voit bien que les plus jeunes sont surtout sur YouTube. C'est-à-dire que YouTube est incroyable comme présence, et ils sont à plus de 12 fois par jour à le consulter. C'est-à-dire que les calculs qu'on a aujourd'hui là-dessus, nous, sont vraiment assez impressionnants. Et je pense que ça bouge entre la Y et la Z. Et nous, on le voit en fait, puisqu'on est un média. Et au départ, on était un média qui faisait principalement du texte. On fait plusieurs dizaines de milliers d'articles par an, donc c'est vraiment énorme. Et sauf qu'en fait, au cours de ces 2 dernières années, là, comme on voit qu'on était un petit peu en retard justement sur les usages, on a essayé de le rattraper pour faire de la vidéo. Et on est passé de 45 millions de vidéos vues il y a 2 ans à 3 milliards l'année dernière. Donc l'usage, on n'est pas sur YouTube en plus, on n'est pas très bon sur YouTube. Donc préfère les vidéos aux articles. Ah ouais, largement, complètement. Et je pense que moi, donc vous allez devenir plus vidéo. Au-delà de YouTube, je dirais que c'est Internet qui est en train de remplacer la télévision dans ces générations-là, avec du coup des consommations beaucoup plus segmentées, des vidéos d'1 minute, 5 minutes maximum, plutôt que de regarder une heure de programme, le JT pendant 35 minutes, etc. Mais moi j'allais mettre un bémol là-dessus, mais en rejoignant ça, en fait c'est pas le 1 heure du programme qui gêne, parce que comme ils sont connectés longtemps sur YouTube, ils peuvent en regarder plein des vidéos. C'est que le problème de la télé, c'est t'arrives à telle heure, on t'impose le programme. Sur YouTube finalement, bon, même si aujourd'hui il y a des algorithmes, etc. qui font qu'on arrive à peu près à imposer le programme, malgré tout, faut pas se leurrer, mais ils arrivent à venir et chercher le programme qu'ils ont envie d'avoir, à l'heure qu'ils ont envie d'avoir, le regarder avec qui ils ont envie de le regarder, et surtout le partager et le commenter. C'est ça qui fait que du coup, c'est vrai que la vidéo, et donc YouTube, même les vidéos du coup sur le Melty, sont regardées, puisque finalement on t'impose pas un contenu. Et d'ailleurs on voit YouTube est quand même en train de se regarder
en ce moment le virage que prend Facebook aussi, puis ils sont en train de revoir leur monétisation qu'ils donnaient aux youtubeurs, parce qu'ils ont aussi vu que d'un coup trop de programmes qui vont arriver. J'ai vu un chiffre, je l'ai plus en tête, mais le live Facebook a dépassé le live YouTube. C'est pas ça? Ça vous parle? Bon, ça c'est pas impossible. Moi ce que je juste allais dire, c'est qu'ils vont moins rémunérer les vues, parce qu'ils se rendent compte que ça y est, de coup demain tout le monde va être youtubeur, et que si d'un coup il y a trop de vidéos, il y aura le même problème que sur Facebook ailleurs. C'est-à-dire que d'un coup il y a un nouveau média ou une nouvelle manière de regarder du contenu qu'ils auront, parce que malgré tout ils aiment pas quand il y a trop de monde dans leur chambre en fait. Et je pense que c'est un vrai point des millennials, mais on a tous été millennials un jour ou un autre en fait. Je suis presque encore un peu 80, ouais, je dois y être encore. C'est pour ça que je gardais le bonnet. Yo, t'es trop cool, Gaylor. Alors ça m'amène à la question d'après. Les millennials en chiffres, ça donne quoi? Stéphanie, qu'est-ce que vous avez comme chiffres intéressants et significatifs sur cette génération? Alors les chiffres qu'on a trouvés intéressants, nous, dans l'étude qu'on a donc menée en septembre, c'était le fait qu'il y ait vraiment une vraie balance, enfin un vrai équilibre entre ce qui est physique et ce qui est finalement online. Parce qu'en fait la question qu'on se posait, c'est digital addict, oui, mais jusqu'où? Et est-ce qu'ils ne font que ça? Et en fait ce qui est assez, d'une certaine façon, plus rassurant pour la génération précédente, c'est vraiment ce besoin quand même de préserver l'humain, de préserver la relation. Donc ce qu'on a notamment, c'est que 67% affirment préférer encore acheter en magasin. Et au sein des 67%, il y en a 54% qui achètent aussi en ligne. Donc on voit bien qu'en fait, ils équilibrent les deux. Même chose, on se disait totalement irresponsable, frivole. On a 74% qui dit qu'en se levant le matin, leur souci, c'est de payer sa facture. Alors payer ce qu'ils doivent en fait. Parce qu'en fait, c'est la génération aujourd'hui qui a un pouvoir d'achat qui a nettement baissé par rapport à il y a 20 ans, la même génération. Ils ont véritablement des problèmes économiques. Ils dépensent aussi, ils surconsomment. Ils ont tendance à surconsommer parce que le pouvoir d'achat a baissé. Donc, pas frivole, c'est-à-dire que nous, on trouve plutôt responsables. Ils ont des aspirations de famille, d'enfants, d'entreprises établies, mais aussi une large partie, qui a plus de 40%, qui souhaitent être plutôt dans les entreprises start-up ou l'avoir créée. Donc on voit bien, il y a plus d'entrepreneuriat, c'est vrai. Il y a aussi des chiffres de l'Observatoire de l'entrepreneuriat qui dit qu'il y a plus de 108% en 10 ans de ces jeunes qui veulent être entrepreneurs eux-mêmes. Donc je pense qu'il y a il y a des vrais changements, mais en même temps, responsables, pas frivoles, et avec des souhaits qui sont aussi de préserver l'humain et de préserver la relation. Donc c'est une génération qui est relativement incomprise, puisqu'en fait on pourrait croire tout l'inverse, on entend souvent tout l'inverse, et puis là vous nous parlez de, entre guillemets, de valeurs plus traditionnelles, d'appétence, d'envie plus traditionnelle. Je pense qu'elle est nettement moins monolithique qu'on ne le pense déjà, et qu'elle aspire à quelque chose de plus équilibré. Nous, ce qu'on note aussi dans tous les sondages qu'on peut faire ou dans les rencontres qu'on a avec les millennials, c'est qu'ils préfèrent souvent plutôt vivre une expérience que consommer un bien de consommation quelconque. Si j'ai 1000 €, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'achète le dernier iPhone? Peut-être quand même, mais est-ce que je préfère pas aller, je sais pas moi, 2 semaines, je ne sais où, faire un voyage? Donc tu préfères être dans l'être que dans l'avoir pour... Voilà, ou est-ce que je préfère pas me faire 10 concerts absolument géniaux pour la même somme et vivre des trucs qui vont me rester toute la vie? Dans ça, on a les mêmes chiffres parce qu'on leur a demandé qu'est-ce que vous faites le soir. Alors déjà, on a ceux qui restent chez eux, c'est-à-dire que 67% disent je regarde la télé sur Netflix et je me regarde des séries. Alors d'ailleurs, c'est plutôt féminin. On a aussi 67% qui disent ah oui, mais moi j'aime aussi jouer aux jeux vidéo. Donc on reste chez soi, et sûrement aussi pour raisons économiques, mais aussi par plaisir. Et puis il y en a quand même 43% aussi qui disent mais moi je vais dans des concerts, je vais dans des bars. Et il y en a aussi une quarantaine de pourcents qui disent ah mais moi je préfère économiser et m'offrir un bon concert ou une bonne bouffe, mais économiser. C'est-à-dire qu'on voit aussi qu'il y a des choix et qu'en fait ils ne font pas... il n'y a pas ce côté un peu foufou qu'on pourrait mettre derrière ces jeunes. Oui, juste une chose par rapport à ce que vous avez dit, je trouve ça intéressant, le côté expérience. Et d'ailleurs on le voit aujourd'hui, les bars, les restaurants, les hôtels sont des concepts bars, concepts hôtels, etc. Si vous allez juste sur Airbnb sans vouloir faire de promo, en ce moment ils mettent en avant plus les expériences qu'ils proposent de vendre que la location en fait. Et la notion d'expérience elle est hyper importante. Donc en fait c'est pas réellement à mon sens nouveau, où je pense que toutes les générations ont eu besoin d'expérience, mais c'est pareil, ils le revendiquent en fait. Donc effectivement, même s'ils sont très très connectés, ça c'est vrai, ils aiment justement aller à des festivals. Il y a plein de festivals de plus en plus et qui cartonnent toujours autant. Donc finalement ils se disent qu'en fait la vie elle est courte. Et ils ont raison de se dire ça, donc il faut sans doute profiter et peut-être pas se dire ok, à quel âge j'ai des enfants, mes études, les parents, enfin voilà. Et ça par rapport à la génération d'avant qui, en tout cas de ce qu'on peut en entendre, pensait long terme, il faut économiser, etc., acheter une maison, se poser, fonder un foyer, c'est moins dans les préoccupations actuelles ou pas?
Moi j'en suis persuadé, oui. Moi je trouve que c'est moins consumériste en tout cas. Ouais. Pour le consumérisme, c'est-à-dire que on se rend compte aussi qu'à force de surconsommer, on abîme la planète et donc l'environnement dans lequel on vit, et qu'il vaut mieux effectivement vivre une expérience. Enfin, je que de contribuer au parce qu'on est problème. aussi quand même très content d'avoir l'iPhone X qui vaut 1200 balles. Et voilà. Avec quelques antagonismes paradoxes. Toujours. Juste pour reprendre sur les concerts, moi le truc qui m'épate le plus, c'est le festival Tomorrowland, qui est une sorte de mélange entre un festival classique de musique, alors en l'occurrence c'est pas de la musique classique, c'est de la techno et de la dance, et Disneyland. C'est-à-dire que pendant tout un week-end, et maintenant c'est 2 week-ends en Belgique, le festival en entier est une expérience visuelle, comme si on était à Disneyland, mais autour d'un thème chaque année. Exactement, et tous les décors sont géniaux. Donc ça prédit un peu des ils font des charters avec des avions qui sont repeints aux couleurs de Tomorrowland. Pour ceux qui campent sur place, il y a les tentes sont aux couleurs de Tomorrowland. Enfin, c'est un concept vraiment génial. On est dans l'expérience, quoi. Au-delà d'un concert, c'est comme quand tu vas au resto, au-delà de manger, tu veux vivre une expérience. Donc resto Cluedo, resto Monopoly, j'en sais rien. On le voit, plein de choses se font. Et là, Tomorrowland, au-delà de la musique, justement, c'est un monde. D'ailleurs, Tomorrowland, c'est le monde de demain sur lequel ils ont imaginé, qui a commencé d'ailleurs très petit et finalement qui est devenu assez énorme. Et effectivement, ce genre d'événements-là sont des événements qui, enfin, on va dire que tout ce qui est courant alternatif a énormément pris le pas. Les sports alternatifs, les musiques alternatives, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on avait que les canaux TF1, France 2, France 3, M6, on n'en entendait même pas forcément parler. Il y a plein de choses qui sont émergées justement. Ouais. Et dans la musique, dans la littérature, dans les youtubeurs, dans les comédiens. Et finalement, c'est pas si mal. Parce que pour le coup, si je jappe sur France 2 et je vois Ruquier qui invite ses invités, c'est toujours les mêmes humoristes français il y a 15-20 ans qui ont quasiment à peu près le même spectacle. Et je pense que ce côté dépoussiérer les choses, moi, je trouve qu'il fait du bien. Après, justement, je suis assez d'accord sur le côté je veux des expériences et je suis prêt à mettre 1000 € dans un téléphone. Parfois, c'est le paradoxe. L'énorme paradoxe, mais bon. Voilà, on va parler du sujet qui déchaîne les passions depuis plusieurs années déjà. Comment est-ce qu'on engage ces millennials qui sont comme du savon qui glisse sans cesse entre les mains, et notamment d'un point de vue des contenus? Qu'est-ce qui plaît comme contenu? Nous, la révolution chez Melty, au début, donc, on faisait des contenus textuels qui étaient hyper bien référencés sur Google, c'est-à-dire qu'en fait, ils répondaient à une question. Qui est le dernier mort dans l'épisode de Game of Thrones? Voilà, et Melty répondait. Donc, comme on est devenu un média hyper social, avec du Snapchat et du Facebook, on a dû se transformer. Et en fait, la transformation, elle est simple, c'est qu'il faut que chacun de nos contenus génère une émotion. Et l'émotion, c'est le like, mais en fait, c'est le love, c'est le AA, c'est le wa, c'est le gre, qui sont les émotions primaires de Facebook. Voilà, il faut qu'à chaque fois qu'on crée un contenu, on se dit, mais attends, quelle émotion il va générer ce contenu? Aucune. Ok, bah tu le fais pas dans ce cas-là. Ils sont connus pour être une génération de zappeurs qui passent pas plus de 3 secondes par news. Est-ce que ce type de contenu leur plaît et les engage un minimum? Par exemple, le temps passé moyen, le temps de lecture moyen. C'est un truc hyper dur à conquérir. Ce qu'il y a de bien avec Snapchat, c'est qu'on a des stats au quotidien du temps passé par tous nos users. On est à 2 minutes 30 sur une de nos chaînes et 1 minute 40 sur l'autre. Sauf que sur l'autre, on a commencé à 1 minute. Et donc, on a travaillé pendant 3 mois, essayer d'augmenter ce temps passé. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout évident. Ça marche, mais c'est pas facile. Parce qu'on est effectivement sur une génération de zappeurs. Un truc très simple, vous mettez à côté d'un millénial, il regarde une vidéo qui l'intéresse a priori. Il a fait l'effort de la regarder pendant un peu plus de 3 secondes, 5, 10, 15. Puis à un moment, il se dit, attends, c'est un peu long. Il touche la vidéo juste pour voir où on en est. Parce que si elle va durer plus de 5 minutes, finalement, il va s'arrêter. S'il voit qu'il est à 30 secondes de la fin, il va faire l'effort de rester jusqu'au bout. C'est du vécu. Mais donc, est-ce que c'est pas nager à contre-courant que de vouloir les engager plus? Est-ce que finalement, il ne faut pas faire des contenus plus courts? Parce que de toute façon, ils ne consomment pas des formats plus lourds. Je pense qu'il faut faire des contenus courts, segmentés. En tant qu'éditeur, c'est simple. En fait, il faut avoir un angle éditorial très pointu, on répond à une question. Et c'est tout. Et on ne fait pas 3 heures sur un sujet. Voilà. Après, je pense qu'il faut quand même continuer à nager à contre-courant. Parce que justement, il ne faut pas non plus leur donner qu'un contenu de 3 secondes. Parce que au moins 1 minute. Non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'à un moment, on a vu, d'ailleurs, c'était même un problème, les gens qui lisent juste le titre, quoi, et qui pensent avoir un contenu d'actualité, ils vont le lendemain par là à la récré ou même au boulot. Alors qu'en réalité, le titre. Et d'ailleurs, il y a toutes les fake news, les graphies, tous ces trucs-là qui sont nés aussi de ces choses-là. Ils ne lisent plus les articles. Puisque les gens, en fait, on ne trie plus. Donc j'allais dire, bon, c'est pas parce qu'ils veulent mal manger qu'on va leur servir mal à manger. Peut-être les éduquer et à la limite donner la création de ces contenus à des personnes qui sont peut-être de leur âge, qui les comprennent bien, qui vont arriver à les garder 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et pour le coup, en regardant un peu certains youtubeurs, ils arrivent à faire des contenus longs. Hein. Ouais, mais en gardant... Il y a des youtubeurs qui font des contenus de 20 minutes, 40 minutes. Je sais pas quel est le taux de complétion, c'est-à-dire à quel point les gens regardent la vidéo en entier. C'est eux qui ont accès à leurs statistiques et pas nous. Quel est le taux d'abandon?
Et je suis pas d'accord, c'est parce que en fait ils veulent du court que du court c'est pas bien. En fait, j'ai fait une école de journalisme, on nous a appris que c'était hyper dur de faire court, et on nous donne un exemple d'une lettre de Jack London à un de ses amis, et une lettre qui faisait 13 pages. Et il commence par « Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de faire court ». Parce qu'en fait, faire court, c'est un vrai effort. Il faut ciseler ses angles. Oui, il faut savoir très précisément l'histoire qu'on va raconter. Et en fait, c'est un vrai art de faire court. Il ne faut pas tomber dans le ah ah ah, la blague un peu. Enfin, j'aime bien le contenu aussi de qualité malgré tout. Et faire court, oui. Enfin, on l'a vu aussi. Enfin, ça c'est. À un moment, on annonçait des choses dans les médias justement parce qu'on a voulu aller court. On a voulu faire court, on a voulu aller vite. Martin Bouygues n'était pas mort et c'est pourtant l'AFP qui l'avait annoncé. Ouais. Donc moi je suis un peu la génération con en fait qui dit ok je suis entre les Y et peut-être celui d'avant, qui se dit ok on veut un peu de générationnel, d'émotion, mais aussi faut pas non plus qu'on soit devienne des abrutis pour autant quoi. Mais faire court veut pas dire faire vite. Ouais, j'espère. Ce qui était le cas sur Martin Bouygues, c'est qu'on a voulu faire trop vite. Il nous reste 30 secondes. Quels sont vos conseils pour tous les patrons qui galèrent à attirer et à engager cette génération ? Donner du sens dans la description de poste. Et puis dans le job. Il reste 30 secondes. Oui. Moi je serais pour une relation adulte-adulte. Je pense qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que quand on voit la vidéo de Cyprien sur la publicité, je la trouve assez succulente en fait, où il dénonce le fait de dire on n'est pas des candides, donc adressez-vous à nous avec respect. Et alors ? Oui c'est ça, c'est pas les formater. Aujourd'hui les banquiers ils ont des tatouages, ils ont des barbes, on vient sur un plateau avec un bonnet. Il faut qu'ils bossent, ça faut pas leur mentir, mais pas les formater, leur laisser un peu les clés en leur apprenant, enfin en continuant les générations, j'allais dire, il faut pas parler que la génération Y, sinon on va l'oublier certaines lettres de l'alphabet, on va pas écrire grand chose avec. Ouais, justement, voilà. On voulait t'en parler de ton bonnet, c'est comme si on venait en sweat à capuche sur un plateau, c'est pas possible. On peut projeter la météo sur ton pull. Bon, s'habiller comme un jeune. Merci infiniment à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis, restez connectés, on se retrouve dans 10 minutes avec Raphaël Labbé pour le plateau Influencia. À demain. Merci.